je suis pas pour ou contre le voile. Là. Tu sais, j'en porterais pas, là, tu sais, même si j'étais musulmane, là, je me rends compte que je ferai. Mais je préfère, je ne voudrais pas vivre dans un pays qui oblige à le porter. Ouais. Mais je ne voudrais pas vivre dans un pays qui oblige à l'enlever. Bonjour à tous. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, que vous voulez vous abonner pour accéder aux épisodes d'avance et même à du contenu exclusif, eh bien, il y a des options qui s'offrent à vous. Sur YouTube, vous pouvez descendre la page, vous pesez sur le bouton « Se joindre ». Il y a plusieurs options qui vont s'offrir à vous, dont celle de vous abonner pour une somme modique, mensuelle. Vous allez avoir les épisodes 3 semaines d'avance ainsi que du contenu exclusif pendant une durée de 3 mois. Sinon, si vous voulez écouter les épisodes d'avance, juste les écouter, vous pouvez vous joindre à nous sur Patreon également. Le lien est juste en bas dans la description. Et sinon, on se voit à chaque mardi pour un nouvel épisode. Merci et bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde, un balado dans lequel je fais le pari qu'il reste des gens en 2025 pour discuter, que l'on soit de gauche, de droite, progressiste, conservateur, carnivore, herbivore, ajouter des catégories. Aujourd'hui, on reçoit toute une femme qui a à peu près tout fait. Je pense que quand on fait la liste, Mme Harel, bonjour. Bonjour. Des choses que vous avez faites, elle est plus longue que la liste des choses que vous n'avez pas faites. Est-ce que je me trompe? Il y a quand même pas mal de choses que j'aurais encore souhaité faire. Ouais. Oui. Mais il vous reste je du temps ne pour fus les faire. point ministre de l'Éducation. Ça, j'aurais aimé. C'est vrai, ça. Oui, Non, mais oui. vous avez fait de la politique provinciale. Oui. Vous avez été dans l'univers de la politique municipale. Oui, effectivement. Oui. Vous êtes une militante encore à ce jour. Oui. On vous lit, on vous entend. Oui. Donc, Oui. vous, là, Oui. s'asseoir avec vous, c'est compliqué parce qu'il faut choisir par où on commence. Alors, moi, j'ai choisi de commencer avec ce qu'il y a de plus près, le local Hochelaga, dont vous avez été la députée pendant combien de temps? 27 ans, 8 mois. 27. En fait, je suis élue en mars 1981 et puis jusqu'en 2008. Alors, j'ai traversé 4 premiers ministres du gouvernement du Québec et quelques-uns libéraux. Parce que quand on lit votre biographie, en tout cas des résumés de votre biographie, il y a eu Maisonneuve, puis il y a eu ensuite Hochelaga Maisonneuve, c'est ça, dans le découpage? Oui, mais ça, évidemment, les découpages, là, on allait plus du côté Est. C'est ça. À un certain moment, mais en fait, et puis après, ça a été Centre-Sud. Et Centre-Sud, pour moi, c'était un très beau défi aussi parce que c'était un des quartiers les plus vulnérables de la ville de Montréal et même plus encore du Québec. Je suis en train de lire un roman sur Centre-Sud qui s'appelle Mélasse de fantaisie. Absolument. Oui, oui. Un auteur de Centre-Sud. Puis Oui. c'est quelque chose, il y a toute une mythologie. Moi, j'habite Hochelaga. Le quartier Amlas. Le quartier Amlas, exactement. Puis, tu sais, tout l'est de la ville, vers le sud, vers l'eau, en fait, dès qu'on s'approche de l'eau, il y a toute une mythologie, il y a des légendes, il y a des personnages, il y a des gens qu'on croise tous les jours. Vous avez été député d'Hochelaga pendant toutes ces années-là, c'est fou. Vous avez vu des gens, des familles qui ne quittent jamais ce quartier-là. C'est comme un village, là, ce quartier-là. C'est un quartier, en fait, c'était un quartier ouvrier. Et, et vraiment, quand j'y arrive, moi, c'est encore un quartier où il y a 2000 ouvriers à Angus. Il y a encore 2000, il y en a eu jusqu'à 8000, là, il en reste 2000. Il y a le chantier naval de Vickers où il y a encore presque 2000 travailleurs. Et puis, il y a d'autres. Il y a un MLW Bombardier qui fait les locomotives. Il y a ensuite tout ce que vous pouvez imaginer d'entreprises de manufacture. L'usine L'Allemand. L'Allemand, effectivement, qui est toujours là. Ça, je suis voisin de ça, moi. Un peu l'exception, parce que en l'espace d'à peine 5 ans, on a vu disparaître 8000 emplois. Wow. Et ça a été un hécatombe. Et d'une certaine façon, c'est devenu un ex-quartier ouvrier. Et on est dans une fin de siècle. Et un siècle auparavant, ce quartier s'est construit sur le développement industriel. Alors, c'était la révolution industrielle qui a amené énormément de gens des régions du Québec vers la ville.
Et c'est comme ça que c'est construit Hochelaga et Maisonneuve, parce que c'était deux villes différentes. Oui. Et Hochelaga a été finalement fusionné à Montréal très rapidement, existé à peine quelques années, alors que Maisonneuve a été une ville vibrante pendant longtemps, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais je reviens au fait qu'on a connu, avec la fin de siècle du 20e siècle, et l'avènement de tout ce qui était la révolution numérique, là, à peu près l'équivalent de ce que ces populations avaient connu 100 ans auparavant avec la révolution industrielle qui les avait fait quitter le monde rural. C'est vrai, ça. Hein? Des fois, on a l'impression que ce qui s'est passé au 19e, parce qu'on a des images de ça, parce qu'il y a de la fumée, parce qu'il y a des usines, puis que le passage d'un monde à un autre, on a bien l'impression que c'est brutal, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. Ça le fut. Parce que là, moi, j'habite ce quartier-là, juste ne serait-ce que les comportements électoraux où vous étiez député du Parti québécois, là, aujourd'hui, c'est plus un quartier qu'on dit bobo, nouvelle classe bourgeoise de gauche, là, Québec solidaire est là, c'est rendu un château fort de Québec solidaire. Il y a l'embourgeoisement du quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ça aussi, c'est un gros choc là, pour le quartier. Là. Aussi gros finalement que celui que vous venez de décrire. Là. Effectivement, parce que l'expression Hochelag, par exemple, souvent, ça dérange beaucoup les gens qui ont pris racine là, depuis des générations dans Hochelaga-Maisonneuve. Là. Ils n'apprécient pas là, cette appellation-là, pas du tout, du tout. Ils ont l'impression d'être mis à l'écart de leur quartier. Mais évidemment, moi, quand je suis élue députée, il faut savoir aussi que tout le long du fleuve Saint-Laurent, ça a été l'industrialisation au Québec et à Montréal en particulier. Et il y a encore 25% quand je suis députée de la production industrielle du Québec qui se trouve le long du Saint-Laurent et le long du quartier Hochelaga-Maisonneuve, à partir du chantier naval, à partir des raffineries qui sont plus à l'est. Alors, les trains, les bateaux, les raffineries, et tout ça disparaîtra en l'espace de moins d'une décennie. Alors, ça s'en ira. Et c'est là, finalement, où se consolidera cette certitude qu'on est dépossédé d'une certaine façon, parce que les décisions d'Ottawa feront en sorte que le chantier naval s'en ira à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, tout ce qui était train s'en ira à Regina, en Alberta, et en fait, les raffineries à Sarnia, en Ontario. En fait, il en reste une. Puis c'est un quartier... c'est difficile d'imaginer, moi je trouve, un monde où vraiment il y a une cohabitation. On dirait que c'est plus facile à dire quand on arrive dans Hochelaga puis qu'on dit Hochelag, justement, puis qu'on fait partie de cette classe de nouveaux arrivants dans le quartier. Nouveaux arrivants, j'entends bien des gens de Montréal qui choisissent de s'installer, d'acheter par exemple, parce que c'est encore moins cher que le plateau. C'est facile à dire, oui, il y a de la place pour nous, puis on va prendra pas la place de personne, parce que de l'autre côté, on la sent quand même, la violence de l'arrivée d'une nouvelle catégorie de personnes. Ça veut dire des évictions, ça veut dire qu'il y a des roulettes à patates frites qui sont changées par des comptoirs de sushi. Le monde change pour eux. Puis une transformation. Ouais. Moi, quand j'arrive, je me rappelle, il y a pas d'autres menus dans les peu de restaurants. Bien, il y a encore, malgré tout, des restaurants qui desservent surtout soit les gens qui travaillent au port de Montréal, en fait, les débardeurs ou les camionneurs. Et c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire une soupe, un plat principal puis un dessert. Alors, tu sais, le mot entrée là, qu'on retrouve maintenant, là, ça n'existe pas là, à l'époque. Là. Ou tapas. Mais c'est pour ça qu'il faut faire les réunions de bonne heure. Tu sais, les assemblées là, politiques, il faut que ça se termine à 9 heures parce que les gens se lèvent très tôt. Alors, il n'y a pas question d'éterniser des réunions. Mais ça, je l'apprends aussi là, en même temps. Puis, il n'est pas question de les faire en haut de la rue. Par exemple, moi, je proposais le cégep de Maisonneuve, qui est tout en haut de la rue Sherbrooke. Ouais. Puis, au départ, là, ça, c'était le signe que je n'étais pas d'ici. Là, parce que, finalement, on ne va pas faire des réunions en haut de Sherbrooke. Là. On reste dans le quartier. Ben, pour les gens qui n'ont jamais vraiment marché à Hochelaga, c'est quand même une bonne montée. Là. Ça prend des bonnes jambes pour monter
oui, 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 oui. C'est là où on voit, et c'est pour ça que je n'en reviens pas, là, de voir à quel point on massacre les appartenances avec les délimitations de circonscription. Parce que l'appartenance à Montréal, il est SOS, parce que c'est fait le long du fleuve. Et alors là, quand on traverse vers le nord, là, ce qui est le cas, là, autant à Québec qu'au fédéral, là, quand on délimite des nouvelles circonscriptions, non plus SOS, mais en allant chercher du côté des populations nord-sud, en quelque part, il y a vraiment une sorte de méconnaissance de la réalité montréalaise parce que là, ça ne correspond pas à la réalité des gens. Bien, on le voit d'ailleurs sur la carte électorale fédérale parce que Hochelaga, maintenant, s'étend, si je ne m'abuse, jusque dans Saint-Léonard. Ce sont deux populations qui n'appartiennent pas au même univers. Absolument pas, là. Vraiment, c'est inimaginable qu'on ait été à Ottawa aussi désincarné pour adopter une carte électorale comme celle-là. Je veux qu'on parle de nationalisme québécois parce que depuis quelques années, puis je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, mais depuis quelques mois même, je vous trouve très présente. On vous entend beaucoup être critique ou alors... oui, critique. Je veux dire critique, mais je pense que vous voulez surtout peut-être alerter les nationalistes qui s'approchent du pouvoir, en tout cas les souverainistes du pouvoir à Québec, les alerter sur le danger. Vous me direz si le mot représente bien ce que vous pensez, mais de développer un plan plus identitaire, peut-être moins progressiste, peut-être moins ouvert sur le monde, entre guillemets. Et je voulais qu'on en parle parce que je pense que cette discussion, elle est importante et connaissant suffisamment bien les souverainistes, je sais qu'ils sont souvent en retard dans des grandes discussions qui doivent être menées avant les jours décisifs. Hein, on discute de stratégie à la dernière minute alors que du côté fédéraliste, ça fait longtemps qu'on sait comment se débrouiller face à cet adversaire-là, qui est un adversaire qui est spécialiste des luttes fratricides. Hein? On est très bon là-dedans, les souverainistes. On se pile sur les pieds, alors que dans l'idéal, on marcherait sur les pieds de notre adversaire. Vous êtes souverainiste. Celui qui en doute n'a qu'à se rappeler que vous avez quitté le parti, en tout cas, vous avez quitté le Parti québécois lorsqu'il y a eu le beau risque de René Lévesque. En fait, j'ai démissionné comme ministre. Oui. Mais je suis restée députée. Oui, mais vous avez quitté... Oui, c'est très important, vous avez raison de le dire. Mais vous avez quand même, en anglais, on dit un statement. Là, Ce que ça voulait dire, ça, de claquer cette porte-là, c'était de dire, c'est pas parce qu'on a perdu le référendum de 80, c'est pas parce qu'est arrivé 1982 qu'on va commencer à faire des compromis avec une idée comme celle-là. Donc, je pense que votre vocation souverainiste, votre appartenance au clan souverainiste, elle n'est pas... on ne peut pas vraiment la contester. Est-ce que vous mettez des conditions aujourd'hui à l'indépendance en 2025 si vous voyez quand même que le projet avance, mais plus à droite, plus autour des questions identitaires? Est-ce que vous mettriez des conditions? Ben, je ne mets aucune autre condition que celle de faire la souveraineté. Okay. Par ailleurs, je pense qu'on ne met pas les conditions favorables de son côté quand on n'élargit pas cette identité au fait d'être québécois de toute origine. Moi, ma grand-mère a eu 17 enfants, ma grand-mère maternelle. Et c'était la famille de ma mère. Et on m'a souvent dit à quel point chaque naissance, elle disait qu'elle travaillait pour la patrie. Et c'était un élément important, non pas simplement qu'elle l'ait fait, mais que cela se dise, n'est-ce pas? Hein? Et moi, j'ai eu une fille. Et cette année, 2025, là, on assiste à un phénomène qu'on n'a jamais connu au Québec, où il y a plus il y a plus de décès que de naissances. Ouais. Et donc, on a un défi d'intégration. Ce défi d'intégration est fondamental pour moi. C'est notre avenir qui est en jeu. Et donc, comment on procède collectivement là, pour s'assurer que cette intégration va avoir lieu?
pas simplement sur le plan linguistique. Et c'est là un peu le défi de croire que parce on parle français, cette intégration serait garantie. Oui, plus simple. Mais moi, j'ai toujours dit, il y aura de plus en plus de locuteurs en français, donc de gens qui parlent français. Tant mieux, là, puis c'est beaucoup grâce à la loi 101, mais en même temps, ça devient un français langue seconde. Et c'est ça, finalement, le grand défi, c'est à quel point le français doit... Parce qu'il n'y a pas de culture de langue seconde. Alors, si la langue seconde est le français, bien, la culture, elle va être anglaise, elle va être américaine. Et donc, tout le défi d'intégration, c'est un défi d'intégration culturelle. Mais vous avez... je pense pas que c'était conscient, mais je pense que c'est peut-être inconscient, mais vous avez mentionné le fait qu'on ne faisait plus autant d'enfants. Vous avez évoqué votre grand-mère. Et là, vous avez eu une fille. Puis là, vous avez dit, il y a eu plus de décès que de naissances, donc s'impose le défi de l'intégration. Quelqu'un pourrait vous dire, ben, attendez, on peut aussi faire des enfants. Ça, est-ce que c'est quelque chose? Ça doit être... C'est dangereux de parler de ça, hein? Lucien Bouchard avait essayé, puis ça s'était retourné contre lui. Il a essayé ça. Je pense que c'était au référendum à ce moment-là. Quelque part dans les années 90. Non, c'était, je me rappelle parfaitement à quel moment. Okay. Ça a été en 95, au référendum de 95. Oui, parce que d'une certaine façon, il faut faciliter les conditions. Ma fille, par exemple, a eu 3 enfants. Et puis, c'est une joie permanente, là. Mais certainement qu'il faut faciliter parce que, contrairement à tout le reste de l'Amérique du Nord, au Québec, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'avoir une famille au Québec que partout ailleurs. C'est-à-dire, c'est plus facile parce qu'il y a des congés de maternité ou de paternité, il y a des congés parentaux maintenant, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il y a donc, il y a aussi les systèmes de garde, qui n'est pas parfait, mais qui finalement est extrêmement plus efficace que tout ce qu'on retrouve et moins coûteux que tout ce qu'on retrouve en Amérique du Nord. Donc, il y a quand même des facilités aussi. Mais cependant, ça marche pas beaucoup, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que ça a eu un impact réel pendant un certain temps. On n'a jamais atteint le renversement là, de situations là, qui nécessitent d'avoir plus que 2,2 enfants par femme. Mais là, on est en chute. Là. On est dans une... Et c'est peut-être plus lié au contexte politique, d'une certaine façon. Il y a quand même une inquiétude, puis c'est pas juste le contexte politique. Je pense sincèrement que c'est lié aussi à l'absence d'offres de logement adéquats pour les familles, abordables. Alors, c'est sûr on doit travailler aussi sur cette question de natalité, mais on doit le faire en offrant des conditions telles que ça favorise. Mais là, à part ça, là, je pense pas qu'on puisse aller jusqu'à payer. Là. Oui, non, c'est ça. Puis c'est toujours délicat même d'aborder ce sujet-là. Je le fais, puis je fais attention à tous les mots que j'emploie. Oui. Non, parce que en plus, quand on est un homme, là, évidemment, on est soupçonné de vouloir décider à la place des femmes. Mais moi, je connais ces études-là qui démontrent que il y en a plusieurs, en tout cas, que les femmes aimeraient en avoir davantage. Peut-être pas 3 de plus, mais peut-être 1 de plus. Si, et c'est là que vous avez totalement raison, je pense, si les conditions sont favorables, s'il y a plus de logements, si les congés sont plus généreux, si les allocations le sont davantage. Donc, il y a quand même une question... C'est une question politique parce que... Publique. C'est une question de politique publique. Ouais. En fait, on dit la même chose. Là. Ouais. Mais, mais la politique publique ne permettra jamais d'arriver au remplacement qu'on sait être atteint par aucune société occidentale démocratique. Après, on sait par exemple que l'immigration, évidemment, puisqu'on fait venir des gens, ça vient combler une partie du problème, en tout cas de la solution plutôt. Mais les deuxièmes générations d'immigrants, ça aussi on le sait via des études, elles prennent le pli finalement de la culture
québécoise sur le plan de la fécondité. Donc, les enfants d'immigrants ne font pas plus d'enfants que les natifs. Donc, c'est comme si le problème, on le repousse un petit peu à plus tard également. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ben, c'est-à-dire que les faits sont là et Ouais. les constatations que vous dites le sont aussi. C'est-à-dire que les deuxièmes générations adoptent les mêmes comportements. Ouais. Et donc, mais l'intégration doit se faire pendant ce laps de temps-là aussi. Hein. Ouais. Au niveau, je veux qu'on revienne sur la question du nationalisme, du progressisme, du passé du Parti québécois qui était ouvertement ouvert sur le monde. 80, la preuve est faite. 95, il y a beaucoup de gens, je trouve, c'est très injuste. Vous étiez là, vous, en 95. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, dans les écoles secondaires, on l'apprend aux élèves, même les élèves issus de l'immigration, je trouve ça presque criminel, que le nationalisme québécois des années 80, des années 60, 70, 80 et 90, c'était un nationalisme qui était très identitaire, parce que Parizeau a dit ce qu'il a dit le soir du 30 octobre, mais on oublie malheureusement que ce que Parizeau a dit, c'est après la défaite, c'est pas avant le vote. Donc, tu sais, il y a un tournant qui s'est sans doute amorcé au lendemain de la défaite, au lendemain du discours même. Mais avant ça, il y avait un Parti québécois qui était ouvert sur le monde. René Lévesque avait dit dans un discours en 1970 que l'indépendance, c'était aussi pour les immigrants, pour qu'on mette enfin un terme à cette ambiguïté-là. Parce que quand vous immigrez au Canada, qu'on vous donne les papiers, puis qu'on vous invite à une cérémonie, puis qu'il y a des drapeaux du Canada partout, puis qu'on vous dit « voici votre reine », puis aujourd'hui « voici votre roi », et qu'ensuite on vous dit « mais vous êtes québécois », ça devient compliqué. Puis lui, Lévesque, il disait « c'est au lendemain de l'indépendance que ça va devenir plus simple ». Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça. M. Lévesque craignait vraiment... D'abord et avant tout, il craignait la xénophobie. Mm-hmm. M. Lévesque était un internationaliste. Ouais. Il était vraiment très ouvert. C'est sûr que c'est une époque aussi où Gérald Godin affirmait qu'il y a 101 façons d'être québécois. C'était pas québécois d'origine canadienne-française seulement, c'est-à-dire québécois de toute origine. Puis lui, bon, Gérald Godin, on a dit qu'il avait eu une grande influence auprès des communautés immigrantes. Bon, au niveau des votes, c'est moins prouvé que la mythologie ne semble suggérer. Mais revenons quand même à la question du nationalisme. Est-ce que vous lui reprochez quelque chose au nationalisme québécois aujourd'hui tel qu'il s'exprime, par exemple, au Parti québécois? Est-ce que, vous avez dit tantôt, il y a des conditions, je ne mets pas de conditions à l'indépendance, mais il y a quand même des conditions qui sont favorables. Est-ce que, en ce moment, les conditions favorables, elles ne sont pas réunies? C'est-à-dire les conditions favorables... À la réalisation de l'indépendance. À la réalisation de l'indépendance. En fait, on le voit particulièrement chez les jeunes, parce que on voit que dans tous les sondages, là, l'option indépendantiste reste quand même majoritaire chez les 55 ans et plus. Mais chez les 35 ans et moins, et particulièrement les 25 ans et moins, ça reste une option qui est encore en discussion dans cette génération. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la question du nationalisme de droite ou de gauche, puis vous parlez tantôt de l'intégration, est-ce que vous pensez que la direction qui a été prise par Paul Saint-Pierre Plamondon, par le nouveau chef, parler beaucoup d'immigration, parler beaucoup de langue, parler beaucoup de laïcité, être à l'avant-plan quand il y a des controverses, par exemple, comme à l'école Bedford, est-ce que ça, c'est bon ou c'est mauvais pour le projet souverainiste? Ben, de toute façon, je ne pense pas que ça rejoigne énormément la population immigrante ou celle, si vous voulez, qui est d'origine ethnoculturelle. Hein. Parce que c'est ce que fait plutôt le gouvernement caquiste qui les rejoint. Et le danger, évidemment, c'est de penser que le Parti québécois, c'est pareil comme la CAQ. C'est ça le danger, là. Et c'est certain que il y a certainement une plus grande résistance dans ces communautés culturelles que celle qu'on connaissait
c'était pas évident parce qu'il faut voir aussi que les communautés culturelles ont beaucoup changé dans leur composition. Alors, les années dont vous parlez, qui sont les années antérieures au deuxième référendum du Parti québécois, c'est des communautés qui étaient présentes depuis avant et un peu après la Deuxième Guerre. Donc, des communautés très installées, notamment les Grecs, la communauté juive, la communauté italienne. Ouais. Et portugaise aussi, qui sont venus avant même que le Québec se définisse comme québécois. C'était des communautés qui étaient arrivées au moment où on était des Canadiens français. Ouais. Et on est devenus québécois à la fin des années 60, là. Puis on peut quasiment, pas simplement parler de la Révolution tranquille, mais des États généraux du Canada français, au cours duquel la discussion a mené à l'adoption d'une résolution sur un Québec indépendant en 1966. Ouais. Alors, et donc, ces communautés, à mon point de vue, ont des comportements vraiment différents. Par exemple, la communauté plus récente, là, maghrébine, par exemple, tunisienne, marocaine, ouais. Algérienne, communauté française et autres. Et il n'y a pas beaucoup d'efforts. Moi, ce que je reproche au Parti québécois, ce n'est pas ses positions, c'est l'absence d'efforts. Mais vraiment l'absence de stratégie, l'absence de programmation, de calendrier d'événements pour rejoindre ces communautés culturelles. Mais comment on fait pour les rejoindre? Parce que dans ma question, il y a peut-être un peu un commentaire aussi. Vous parliez des communautés italiennes, portugaises, juives, qui étaient presque enracinées, là, parce que c'est effectivement là, les premiers Juifs au Québec, c'est le 19e siècle. Là, oui. C'est Ézéchiel Hart. Bon, donc, les familles italiennes, c'est très tôt au 20e siècle aussi. Donc, effectivement, dans les années 60-70, quand on nous dit ce que je disais tantôt du propos de René Lévesque, quand il nous dit ça, c'est peut-être effectivement que l'ampleur du défi d'intégration n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Mais à l'époque, on a l'impression qu'on parle à des Québécois quand on dit ça. C'est qu'on parle à des gens qui sont Québécois parce qu'ils habitent ici aussi, mais parce qu'ils vivent au Québec, puis ils ne vont jamais s'en aller. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas juste... Et qui se définissent comme Canadiens. Oui. Parce que, n'oubliez pas, comme vous le dites, là, ce sont des communautés qui sont arrivées soit un peu après la Première Guerre mondiale. Les Grecs, majoritairement, sont arrivés autour des années 1900, 1925-27, communauté italienne. Et ils viennent au Canada et ils sont Canadiens. Et ils se définissent en tant que tels. Alors, c'est sûr que 30 ans plus tard, même un peu plus, quand il y a les référendums, c'est comme Canadien. Ouais. Alors, tandis que maintenant, cette évolution-là est inouïe dans l'histoire. Là. Pensez que moi, quand je nais, là, je suis canadienne. Les autres, ce sont des Anglais. C'est vrai. Dans mon village, là, il n'y a pas personne là, qui contesterait le fait que c'est qui les Canadiens, c'est nous. Puis c'est qui les autres? Ben, c'est les Anglais. Alors que le fait est que maintenant, tout le monde se dit québécois. Même ceux et celles qui sont d'origine autre que canadienne-française, là. Alors, c'est comment ils appellent maintenant? Les Kebs? Ouais, il y a même des émissions maintenant de télévision, ouais. là, sur... Alors, c'est finalement des Québécois de souche. Ils se disent d'immigration de souche. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui s'est produit, là, dans l'identité même de ceux qui sont d'origine diverses, là, autres que canadienne-française. Là. Il y a une évolution qui s'est produite. Mais c'est une évolution culturelle, elle n'est pas politique, parce que le Parti québécois ne les rejoint pas, n'a pas l'intérêt de les rejoindre. Est-ce que c'est réaliste? C'est ça, si j'ai un vrai reproche à faire, c'est celui-là. Parce que on prend par exemple quelqu'un qui quitte l'Algérie pour arriver au Canada, et à qui on dit « tu pourrais aussi devenir québécois », ça fait 3 identités, ça. La première identité, c'est l'identité d'origine, c'est normal. Personne n'en veut à cette personne-là, c'est normal. Elle arrive ici pour plusieurs raisons. Le Canada, c'est lui qui lui tend les mains en premier, parce que c'est le pays. Et là, donc forcément, cette personne-là s'identifie au Canada. C'est pour ça que je demande... Pas forcément, non. Ben, c'est quand même difficile de tourner le dos. Ouais. Je vais vous proposer là, d'inviter des vrais, si vous voulez, militants souverainistes d'origine algérienne, québécoise. Ouais.
Absolument, là, c'est des gens qui... Parce que c'est un projet politique. Il faut toujours se rappeler que ce projet politique peut aussi séduire. C'est vrai, mais c'est aussi un projet presque historique. C'est aussi de réparer une blessure, de réparer une rupture dans l'histoire du Canada, de la présence française ici. Ça peut être un projet strictement politique pour des gens, mais c'est que c'est difficile pour les forces souverainistes. Puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, de parler à la fois à des gens pour qui ce n'est pas juste un projet politique et à des gens pour qui ça sera toujours juste un projet politique parce que sur le plan, par exemple, de l'histoire, leur histoire, elle est peut-être ailleurs. Elle peut se faire aussi ici. C'est juste, c'est difficile d'arranger ça. Tu sais. Puis des fois, j'entends des gens reprocher au PQ de ne pas s'adresser suffisamment aux gens issus de l'immigration. Et ensuite, je me dis, mais est-ce que c'est réaliste vraiment de leur parler avant que le pays soit fait? Parce que quand le pays va être fait, et c'est ça que l'évêque disait aussi, l'évêque il disait en 70 dans un discours électoral, mais je l'ai entendu le dire. Il a peut-être dit autre chose après, mais dans un discours électoral en 70, il a dit ceci, il a dit, c'est lorsque nous serons dans notre maison, comme un homme est dans sa maison, qu'on va nous respecter, qu'on va nous dire, OK, d'accord, on embarque avec vous. Mais avant, il dit, c'est difficile d'y arriver parce qu'il y a cette ambiguïté-là, il y a ce malaise-là. Mais à cette époque-là, ce qui était prédominant, c'est cette idée qui est fondamentale, qui est « nous allons le faire ensemble ». Elle était là, très, très présente, cette idée. Là, on est encore des Québécois de toutes sortes d'origines, canadiennes, françaises, italiennes, haïtiennes, etc. On va devenir des Québécois à part entière. C'était ça, l'idée de fond dans le gouvernement Lévesque. Là. Puis vous trouvez que ça s'est effrité un peu? Ben, je trouve que oui, ça s'est effrité pour toutes sortes de raisons aussi, parce que on a vraiment peu de présence ici montréalaise, parce que c'est quand même en région, il peut certainement y avoir une relation plus suivie avec des gens qui s'installent, là, des gens d'origines diverses, là, mais à Montréal, pendant bien des années, là, je dois vous dire que je me retrouvais quasiment seule dans toutes sortes d'événements, là, des événements majeurs, là, des communautés haïtiennes, des communautés maghrébines, des communautés latino-américaines, asiatiques et autres. Je n'avais pas d'autres, finalement. Ce contact-là, cette relation-là est fondamentale. Remarquez qu'il y a aussi autre chose aussi. Je pense que, bon, j'ai toujours plaidé, par exemple, je vais vous donner quelques détails, là, pour qu'on ait l'équivalent vous savez, de ce qui existe pour les jeunes d'Alliance française, c'est-à-dire franco-québécoise, là, mais qu'on l'ait ici même, sur le territoire québécois, québécois, là, pour que des jeunes du secondaire de Matane puissent être accueillis à Parc Extension et vice-versa. Mais et plus encore, par exemple, les jeux, juste les jeux que je ne joue pas moi-même, mais je sais l'importance que ça peut avoir. Ouais. Mais pourquoi on ne fait pas des jeux sur l'histoire du Québec, qu'on ne soutient pas la création de ces jeux, comment on les appelle, pas des jeux numériques, comment on fait mais ces jeux qui pourraient raconter, parce qu'il y a tellement des jeux vidéo, vous voulez dire? Oui! Ah, des jeux vidéo. Mais pensez-y, là, avec tous les héros de notre histoire là, qui ont découvert l'Amérique. Ces héros, ces géants quasi méconnus. Mais alors, imaginez-vous ce que ça pourrait faire des formidables vidéos d'histoire. Bon, mais en fait... Il y a toutes sortes d'idées, effectivement. Puis, tu sais, je pense que, et je vous entends là-dessus aussi, il y a un danger. Et moi-même, je pense que je compose des fois avec ce danger-là. C'est difficile de passer par-dessus la blessure de 95. Moi, j'avais 1 an, OK? Donc, je ne m'en rappelle pas très, très concrètement. Sauf que moi qui suis féru d'histoire, je me rappelle qu'en 95, lors du référendum, et vous étiez là, il y a eu une manipulation du vote immigrant par le camp fédéraliste. C'est pas pour rien que ce soir-là, Jacques Parizeau a tenu les propos qu'il a tenus, des propos qui
qui était peut-être exact, mais qui n'était pas prononcé le bonsoir, disons. Aujourd'hui, c'est difficile de passer par-dessus ça parce qu'on se dit qu'évidemment, ce n'est pas le vote immigrant qui a fait en sorte que le oui n'a pas passé. Ça serait trop court de s'en tenir à ça. Mais quand on se rappelle qu'il y a eu à peu près 54 000 voix d'écart, qu'il y a eu de la naturalisation d'à peu près 40 000 personnes au mois d'octobre 95, qui était le double qu'en septembre 95, quand on est souverainiste, c'est difficile d'avaler ça, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire parce que c'est là que je suis assez d'accord avec vous. La condition favorable à la victoire, c'est non pas d'oublier ça, mais c'est de se relever les manches, puis de se cracher dans les mains puis d'avancer. Mais ça, par contre, ça va toujours exister. Cette espèce d'outil-là. Oui, mais le tort doit être imputé au régime fédéral. Oui. Pas à ceux qui ont obtenu leur résidence permanente. Mais là, quand je disais ça, je parlais parce qu'ils ont eu le droit de vote après. C'était ça aussi. Oui. Ceci dit, je pense que là où le bas blesse, c'est de faire appel au vote ethnique. Parce qu'il y a eu un vote ethnique. Moi, j'ai souvenir, et c'est vraiment un souvenir que j'ai qui m'explique beaucoup de choses. Là. J'ai un sac avec le oui dans une épicerie dans l'est de Montréal. Et donc, je vais payer. Puis le jeune homme me dit, vous votez pour le oui? Je lui dis oui. Vous? Il me dit, je suis italien. Ce qui voulait dire, non. Parce que je suis italien. C'est ça là, qui est la... Comment dire... l'appel qui était fait dans les communautés, parce que je l'ai entendu, c'était un appel des dirigeants de ces communautés était fait pour qu'il y ait un vote italien pour le non, un vote grec pour le non, et un vote juif pour le non. Les trois communautés avaient fait alliance pour le non. Et ils l'avaient fait publiquement. Ce qui était, je pense, à dénoncer aussi, là. C'est ça qu'il faut dénoncer. Et il l'avait fait, M. Parizeau. C'est ça qu'il avait dénoncé. C'est-à-dire qu'il... vous voulez dire le soir du vote? Oui, quand il a dit l'argent et des votes ethniques. Et des votes ethniques, là. Il l'a fait, effectivement. Mais c'était... Vous savez, il faut dire les choses au bon moment dans la vie publique, là. Et lui-même, je pense qu'en conviendrait, en a convenu par la suite, là, puis lui-même en conviendrait maintenant que c'était pas le bon moment. Effectivement. Avant qu'on passe à autre chose, mais ça, par contre, vous pensez que ça ne se reproduira pas. Si les souverainistes décident de s'impliquer davantage dans les communautés culturelles, de présenter des candidats issus des communautés ethnoculturelles, vous pensez que ça n'arrivera pas? Ça pourrait ne pas arriver, cet appel général aux communautés de voter non au prochain référendum? Sans doute, est-ce que ça pourrait être possible encore? Là, sans doute. Mais en même temps, ce serait sans doute, il y aurait une contrepartie. Il y aurait une contrepartie qui ferait un appel au vote de ces communautés en faveur du pays, du Québec pays. J'ai l'impression que l'évolution a fait de telles choses que le débat ne serait pas à sens unique dans ces communautés, qu'il y aurait des voix qui s'élèveraient pour dire... Au contraire, au contraire, nous vous appelons à voter pour le Québec pays. Donc, restons dans le même sujet, mais il y a le référendum, donc, qui est l'outil là, que les souverainistes se sont donnés dans les années 70, 80 pour parvenir à l'indépendance. Là, moi, je vous sais une souverainiste qui, dans l'affirmation, vous, là, pour vous, là, quand on est souverainiste, on présente ça dans notre plateforme, puis on dit qu'on va la faire. La preuve, on en a parlé tantôt, c'est votre attitude face aux beaux risques dans les années 80. Là, il y a déjà des gens, puis c'est une musique qui est redondante, elle revient au gré des saisons, qui disent, bon, le PQ est premier dans les sondages, va-t-il être majoritaire? On verra, mais il devrait l'emporter normalement, on s'approche du suffrage. Pourquoi ne fait-il pas que gouverner dans un premier mandat, histoire de se faire connaître, de présenter son équipe ministérielle, d'accomplir quelques grandes réalisations, et ensuite, ce serait le bon moment de faire un référendum? Vous, Mme Harel, là, est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie
à appliquer. Dans l'histoire du Québec, Ouais. vous savez très, très bien, vous qui êtes aussi un historien, qu'il y a eu des périodes de nationalisme, c'est-à-dire que le nationalisme a été constant. Mais ce fut parfois un nationalisme de conservation ou un nationalisme d'affirmation. Le nationalisme de conservation, c'est un repli sur soi. Ce repli sur soi a eu lieu à diverses époques de notre histoire et a eu lieu encore récemment. Moi, je pense qu'après 95 jusqu'à tout récemment, c'est un nationalisme de conservation, repli sur soi, un repli identitaire, mais de la nature du repli sur ses origines, d'une façon, son origine canadienne-française, son histoire, etc. Et moi, je suis d'avis qu'il faut ce nationalisme que j'appelle d'émancipation, c'est-à-dire un nationalisme d'affirmation. Et il faut vraiment qu'on n'ait pas de date de référendum, mais qu'on dise, nous, notre parti, on se fait élire dès qu'on sent dès qu'on va pouvoir, on le fait. Parce qu'en 76, c'est facile à dire aujourd'hui pour des gens de mon âge, là, mais il y a de plus en plus de gens qui disent que la grande erreur de René Lévesque, ça a été de gagner 76, puis ensuite d'attendre. D'attendre longtemps. Puis avec le recul, il y a des gens que je trouve quand même assez mal placés pour parler, puisqu'on n'est que dans la théorie et dans l'analyse après coup, mais il y a des gens qui disent quand même qu'il aurait dû gagner 76 puis déclencher un référendum tout de suite, ou alors juste autoproclamer l'indépendance du Québec. Mais chose est certaine, le référendum de 80, qui est arrivé à la fin du premier mandat, les résultats sont moins intéressants que les résultats, par exemple, d'un référendum comme en 95, qui est survenu plus tôt, après la prise de pouvoir de Jacques Parizeau. Donc ça, l'histoire est claire là-dessus. Les Québécois, sur la base de 2 exercices, ils sont plus favorables à la souveraineté quand elle est chantée, quand elle est proclamée, quand elle est dite avec force et conviction. Donc, ça, je pense que c'est une leçon qu'il faut tirer quand même. Moi, l'expérience que j'ai maintenant, la leçon que je tire, je suis là en 80, je suis vice-présidente nationale du parti. Et donc, à ce titre-là, je fais partie du comité national qui est présent au moment du décret. Le jour du décret, là, on reçoit les sondages. Le jour du décret de 80, où on lance la campagne référendaire, le oui fait 33 %. Et la campagne nous permettra d'atteindre 40. Ouais. En 95, je suis sur le comité de priorité de M. Parizeau. On est 3 hommes, 3 femmes. On est réunis pour lancer le décret et le oui fait 40 % en 95. La campagne nous permettra, je dirais, d'aller à 50. Ouais. Tu sais, parce que finalement, il y a tous ces avatars là, quand on vous parlait qui se sont produits pendant la campagne. Et pour moi, là, la leçon que je tire, c'est qu'une campagne, ça permet d'aller chercher autour de 7 à 10 % pour une troisième possible. C'est-à-dire que pour gagner, il faut évidemment toujours tendre à plus que 50. Là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit capable d'aller chercher avant le déclenchement au moins 45 %. Oui. Puis ensuite, on vise à peu près, c'est ça, un 7-8 %, ça nous mène à 52-53. C'est une victoire qui est serrée. Mais en même temps... mais la victoire, c'est la victoire. Oui, de toute Parce façon... que les Québécois, là, on a cette capacité d'avoir accepté une défaite à si peu, mais on va accepter la victoire à autant. Là. Question mathématique comme ça, c'est-tu possible d'imaginer un oui qui l'emporte à plus que 52-53 %? C'est difficile un peu quand même. Bon, en fait, de toute façon, l'important, c'est qu'on l'ait. Je pense que c'est un... Pour moi, là, ça suffirait. Vous êtes féministe? Très. Est-ce que, au même titre qu'on parlait de nationalisme, de transformation, tout se transforme, la vie avance, est-ce que le féminisme québécois s'est transformé aussi? Vous avez l'impression, depuis ses premiers pas, là, évidemment, je ne veux pas remonter non plus au début du 20e siècle, mais mettons, de votre vivant,
c'est quoi les grandes transformations que vous avez vues se produire à l'intérieur du féminisme jusqu'à aujourd'hui? Oui, le féminisme, vraiment, je l'ai vu évoluer. Ben, bon, à partir des suffragettes là, Non, mais c'est ça, il de cette époque plus lointaine que la mienne. Mais ensuite, il y a eu toute cette époque d'accès aux universités, aux carrières, disons, libérales, là, aux ordres professionnels. Mais cette autre époque aussi qui a vu la transformation des institutions. C'est-à-dire la réforme du Code civil, ça a été majeur, la réforme du Code civil. Et évidemment, Mme Payette a été avec c'est Marc-André Bédard qui a fait cette réforme du Code civil, a été beaucoup influencé. Il fut influencé par Lise Payette, bien évident. Mais cette transformation, maintenant, elle a pris un autre chemin qui se retrouve dans les relations interpersonnelles, hommes-femmes. Aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. Ouais. Moi, mon époque est plus une époque de transformation des institutions. Mais vraiment, donc, des lois, partage du patrimoine familial, la loi sur l'équité salariale, en fait, des lois qui ont transformé les institutions. La loi sur la perception automatique des pensions alimentaires, bon, etc. Mais là, vraiment, avec les mouvements féministes qui sont beaucoup plus dans les relations personnelles hommes-femmes. Mais, par exemple, la question là, du viol ou la question du consentement. Ouais. Jamais on n'aurait parlé de ça auparavant. Là. Où se situe le consentement? Quand est-ce qu'il y a du consentement? Mais trouvez-vous que c'est compliqué de continuer de militer pour une cause en dehors des institutions? Je m'explique. Je ne pourrais pas imaginer quelqu'un qui me dirait que dans les années 50, il n'y avait pas d'inégalité entre les hommes et les femmes puis qu'il n'y avait pas du chemin à faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les féministes se sont emparés des institutions, les ont modifiées, les ont transformées. Aujourd'hui, vous me dites, là, le combat est ailleurs et je ne suis pas en train de dire qu'il est moins concret, mais il est plus nébuleux dans la mesure où là, on est dans le non-dit. On n'est plus dans les lois, on est dans les comportements, on est plus dans les mœurs, on est moins dans les institutions. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. N'êtes-vous pas d'accord? Parce que on se base sur l'expérience, et l'expérience, c'est les expériences, donc c'est pluriel, il n'y a rien de monolithique. Hein? Chacun a sa propre vie. Il y a des hommes qui sont féministes, il y a des hommes qui entendent parler beaucoup de consentement, de harcèlement, qui ne se sentent pas concernés. Par contre, ils se sentaient concernés dans les années 50, 60, quand on parlait d'institutions. Ils n'avaient pas le choix. C'était les institutions. Donc, c'est pas plus compliqué pour les féministes de se débrouiller aujourd'hui avec une cause qui est aussi importante pour elles, mais qui a changé, disons, de terrain de jeu. Mais la violence, disons, violence conjugale, mais aussi la violence à l'égard des femmes est encore une réalité qui est incontournable. Là. C'est cette violence qui, entre autres, amène ces maisons d'hébergement pour femmes, ce soutien qu'on doit continuer d'apporter, les tribunaux, parce que ça, c'est une nouveauté de notre époque, là, que je n'ai pas connue, moi. C'est les tribunaux spécialisés en ces matières-là de violence à l'égard des femmes. Donc, il y a encore, moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Je ne crois pas que les choses soient complètes. Là. Je pense pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour mener la bataille, c'est beaucoup plus facile. Puis là, sortons, si vous voulez, du féminisme, n'importe quelle cause. Quand on veut mener une bataille et qu'on n'a pas la loi derrière nous et qu'il faut la changer, c'est ça qu'on crie sur tous les toits. On dit, regardez, c'est inégal, regardez. Alors qu'aujourd'hui, si on parle, par exemple, de violence sexuelle, ben, concrètement, alors, la loi est la même. Là. Je veux dire, et les peines sont les mêmes. Peut-être que là, on peut... Et c'est là qu'on entend les féministes dire, oui, mais il y a encore plus de juges hommes, ce qui est faux, là, mais je veux dire, ou alors il y a plus de policiers hommes, donc on vit une violence systémique, mais on est moins dans le concret. Hein? C'est ça, on est plus dans des violences symboliques, dans
un appareil de raisonnement qui est moins fondé sur ce qui est concret. C'est pour ça que moi, je me demande si c'est pas plus compliqué. Parce que vous me dites, oui, non, ça existe, il faut encore se battre. Fine, mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça lève moins. Auprès des masses populaires, ce mouvement-là. Il y a moins de manifestations, il y a moins de gens dans les manifestations aussi. On a l'impression que le monde a changé puis que la lutte est peut-être pas encore à mener avec autant de vigueur. C'est étonnant, hein, parce que j'ai exactement le sentiment contraire. Ben, tant mieux. Oui, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'à mon époque, se dire féministe était une prise de position qui n'était pas très répandue. Alors que moi, je suis de l'époque où mes collègues, gentiment, disaient « Oui, toi, c'est ce que tu penses, mais les vraies femmes, elles, qu'est-ce qu'elles pensent? » Parce que ça signifiait donc de ne pas être dans la vie publique, là. Tu sais, c'est d'être à la maison et de ne pas s'enfarger dans le micro, là. Tu sais. Mais je pense que maintenant, le fait d'être féministe est très répandu dans à peu près toutes les couches de la société, des générations de femmes, je veux dire. C'est très répandu. Mais qu'il l'est autant aussi, c'est cette notion de patriarcat. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était un mot qui était prononcé à l'occasion, mais là, de plus en plus, on en voit des manifestations tangibles. Oui. Mais c'est parce que en même temps, féministe, moi, si quelqu'un me demande, Rémi, es-tu féministe? Premièrement, je vais dire oui, parce que si le féminisme, c'est de vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, je ne connais personne qui va répondre non à cette question-là. Alors qu'effectivement, lorsque vous avez commencé il y a quelques décennies à vous définir comme féministe, il y avait encore des gens autour de vous qui ne croyaient pas en la valeur de cette idée-là, même si on la définissait de cette façon-là. Absolument. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le combat, il est difficile à mener parce qu'on est entouré de gens qui disent « Ben oui, mais bien sûr que je suis féministe. » Alors, pourquoi le mener encore? C'est encore plus difficile à cause de ça, justement. C'est ça. Mais c'est encore plus difficile maintenant parce que c'est plus nécessaire, c'est ce sentiment-là que finalement, ça serait plus aussi nécessaire que cela le fut auparavant. Là, personnellement, moi, je suis très, très engagée dans avec d'autres femmes, dans le combat de la parité, mais de la zone paritaire, 40-60. Je ne suis pas tenue à 50-50. Mais cette zone paritaire qu'il faut, à mon point de vue, garantir par une loi qu'il faut aller obtenir. OK. Alors, on a créé un groupe d'ex-femmes parlementaires de tous les partis. On est 53, là, présentement, sur un comité de coordination de 5 femmes, dirigé par Marie Malavoie, qui fut députée de Sherbrooke. Alors, moi, je suis une des 5, là, parce qu'il y en a 2 aussi qui sont du Parti libéral et une qui était de la CAQ. Alors, ce comité de coordination pour pouvoir être représentative, parce que c'est des ex-parlementaires. Mais ce serait dans ce qu'on veut obtenir, c'est une loi sur la parité. Une loi qui vienne garantir que la zone paritaire de représentation 40-60. Moi, je viens d'une époque là, où, quand je suis élue, on est 8 sur 115. Et donc, j'ai toujours pensé que les choses 8. progresseraient. C'est vrai qu'on est parti de loin, le 8 sur 115. 8 sur 115, mais c'est déjà en 81. En 76, c'est la première fois qu'il y en a plus qu'une en même temps. Il y en avait eu une, là, Claire Kirkland, toute seule, puis Lise Bacon, toute seule. Lise Bacon, 3 ans, Claire Kirkland, 11 ans. Mais alors, en 76, il y en a 5. Et là, c'est le gros lot, là. C'est la première fois. Puis en 81, moi, quand je suis élue, en 81, on est 8. Mais c'est certain que ça donne le sentiment, quand on commence, il faut quasiment lever les montagnes, là, parce qu'il y a tellement de choses à faire à cette époque-là. Mais là, présentement, je pense qu'on va... Moi, je vois ça comme une formidable évolution, aller plus en profondeur dans les relations personnelles hommes-femmes.
Puis, par curiosité, là, cette loi-là que vous souhaiteriez sur le 40-60, ça s'appliquerait dans quel domaine? Dans tous les domaines? Les partis politiques, non, OK, à non, l'Assemblée à l'Assemblée nationale. nationale. D'accord. À l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu parfois, comme maintenant, là, finalement, 46% Ouais. des députés qui sont des femmes. Mais tout ça, c'est évanescent. Là. Ça peut, c'est le jeu du serpent et des échelles. Là. Ça peut descendre. Alors que finalement, il y ait cette loi qui vienne confirmer qu'il y aura toujours une juste représentation. Un autre, pas péril, mais bon, un autre malaise que certains peuvent ressentir avec le féminisme contemporain, c'est peut-être sa propension à se contredire d'une certaine façon. Dans la mesure où, bon, prenons par exemple le projet de loi 94, la loi 21, qui est sa mère. Vous êtes opposé, et même avant ça, à la Charte des valeurs, au nom de l'émancipation des femmes, en partie en tout cas. Rappelons, la loi 21, elle régit par exemple le port de signes religieux. C'est relativement prouvé effectivement que par exemple dans les écoles, c'est principalement des femmes qui écopent de ça. Mais là où je veux en venir quand je parle de contradiction, c'est que le port de signes religieux dans certains pays, c'est une obligation. Ici, il est question de l'interdire dans certaines fonctions. Et là, on a certaines féministes qui nous disent, ben voilà, un signe religieux est ici une forme d'émancipation. Là-bas, oui, bon, là-bas, c'est vrai que c'est plutôt le contraire de l'émancipation. Il y a au moins quelque chose comme une contradiction dans ce discours-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben, c'est-à-dire que ce qui est en cause, pour moi, ça reste la question de la liberté, du choix des femmes. Bon, moi, je suis de la génération où il n'y avait pas, par exemple, de choix de l'interruption de grossesse. Ce choix-là, il a fallu aller le chercher, l'obtenir. C'est pas parce qu'il y a eu la Cour suprême qui a pris la décision que ce ne soit plus criminalisé. Mais au Québec, on avait 10 ans auparavant obtenu finalement que les interruptions de grossesse soient possibles dans les hôpitaux, dans les cliniques, l'Azur, à l'époque, le ministre de la Santé en fait, et qu'ils soient remboursés par l'assurance maladie. Mais je reviens à la liberté de choix. Moi, c'est très, très simple. Moi, à mon point de vue, je ne suis pas pour ou contre le voile. Là. Tu sais, j'en porterais pas. Là, tu sais, même si j'étais musulmane, là, je me rends compte que je ferai. Mais je préfère, je ne voudrais pas vivre dans un pays qui oblige à le porter. Ouais. Mais je ne voudrais pas vivre dans un pays qui oblige à l'enlever. C'est-à-dire que finalement, j'appuie beaucoup les Iraniennes. Moi, je vais aux manifestations en faveur des Iraniennes. J'ai été marraine d'une prisonnière iranienne. Et je sais que les jeunes femmes iraniennes, ce qu'elles revendiquent, c'est la liberté. Elles ne revendiquent pas qu'il y ait une loi pour que toutes les femmes iraniennes enlèvent leur voile. Elles revendiquent d'avoir le choix de le porter ou pas. Moi, je trouve que c'est pareil ici. Je veux dire, je vois pas... Mais quand vous dites c'est pareil ici, vous voulez dire que... C'est pareil. Que c'est la liberté. C'est la liberté. On peut être pour la liberté des deux façons. C'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire que cette liberté, finalement, je ne voudrais pas vivre dans un pays qui m'oblige à le porter, ni dans un pays qui m'oblige à l'enlever. C'est un petit peu un raccourci, mais pensez-y. Moi, des fois, ce que je crains, c'est que, par exemple, si on obligeait les jeunes adolescentes à enlever le voile pour aller à l'école, ben, elle l'enlèverait le temps qu'elles sortent de la classe, puis qu'elles sortent de l'école, puis qu'elles le remettent. Moi, je crois à la pédagogie de la liberté. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une pédagogie. C'est-à-dire qu'il faut expliquer qu'on est dans un pays où c'est libre, parce que je peux bien croire qu'il y a une domination. Il y a une domination sans doute du milieu social, du milieu familial, mais cette domination, elle n'est pas mieux si ça vient du milieu politique. Ça reste de la domination. Mais c'est parce qu'un symbole qui est imposé de là où il provient, tu sais, peut difficilement être un symbole d'émancipation dans mon sens. C'est-à-dire que dans les écoles secondaires,
les jeunes filles de 13 ans qui portent un voile, soyons sérieux, c'est leur père ou leur frère là, qui leur demande de mettre ça sur leur tête. Donc, je vois pas en quoi de se poser la question au Québec, pas en Iran, pas en Algérie, au Québec, se poser la question à savoir si elles sont libres ou non, ou si on enfreint leur liberté en leur demandant de l'enlever. Je vois pas en quoi c'est d'affecter leur liberté ou même c'est de s'approcher d'une mesure liberticide. Permettez-moi de poursuivre la réflexion. Cette jeune fille là, de 13 ans, vous lui dites qu'à l'école, elle doit l'enlever. Supposons, elle l'enlève. Ouais. En sortant de l'école, elle le remet. Ouais. Vous avez obtenu quoi? Ah ben... Vous avez obtenu quoi? Vous avez juste renforcé, vous avez juste fait en sorte qu'elle ait l'impression d'être en réaction contre, finalement, l'école. C'est déjà bien. Pas en réaction contre le voile, en réaction contre l'obligation de l'enlever. Parce que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus là, dans ce processus-là, c'est que vous les renvoyez encore, vous exacerbez encore plus leur repli dans leur communauté. Mais là, c'est parce qu'on spécule un peu, parce que cette même jeune fille-là, moi, je pourrais imaginer un monde où, en l'obligeant d'enlever son voile, elle réaliserait plus rapidement que ce qu'on lui oblige de porter sur sa tête, c'est pas quelque chose qui est forcément en phase avec les valeurs communes au Québec. Et elle pourrait probablement aussi poser des questions qu'elle ne pose pas à ses parents. Hein? Parce que puisqu'elle va à l'école et que c'est normal, et qu'elle revient à la maison et que c'est normal, et là, quand je dis qu'elle va à l'école et que c'est normal, c'est entre guillemets, ben, elle ne se pose pas la question à savoir si elle est véritablement bien intégrée, si ce symbole-là, c'est elle qui a pris la décision de le porter, alors que si l'école, donc l'État, lui dit « Regarde, c'est pas comme ça que ça marche ici », quand elle revient à la maison, la discussion qui mène peut-être au scénario que vous décrivez, c'est-à-dire elle va être stigmatisée dans sa propre communauté, mais le but, c'est quand même l'intégration. Ou l'inverse, c'est-à-dire le but, c'est l'intégration. Mais l'intégration peut se faire à rebours, à contrario, c'est-à-dire que pour pouvoir finalement faire front avec son milieu familial ou social, elle va prendre fait et acte pour le porter, le voile, dès que c'est possible, en dehors donc des périodes où c'est interdit. Ce qui est en cause, c'est évidemment, c'est l'expérience aussi que j'ai eu longtemps une adjointe qui était une femme très libre, très indépendante, qui était d'origine algérienne, qui était venue seule au Québec, qui a adopté le Québec et qui a eu 2 filles, dont une par opposition, parce que souvent les adolescents sont en opposition. Mon adjointe algérienne, il n'était pas question pour elle de porter un voile, elle était totalement hostile au fait que sa fille le porte. Sa fille l'a porté en contradiction à sa mère, parce qu'on sait très, très bien qu'il y a une période de la vie dans l'évolution, évidemment, de l'adolescence, où finalement, on proteste contre ses parents, puis c'était sa façon de protester. Alors, c'est complexe, c'est très, très complexe. Moi, j'ai connu des femmes dans plusieurs occasions de congrès internationaux. Je suis allée dans des congrès internationaux au Rwanda et ailleurs, là, à l'occasion de la décennie que l'ONU avait décrétée pour les femmes. Et c'était des femmes qui avaient un voile, mais c'était des femmes qui étaient des femmes, mais vraiment totalement énergiques, efficaces, indépendantes, combatives. Alors, je ne vois pas cette idée qu'on se fait au Québec que le voile, c'est automatiquement la soumission. C'est pas vrai. C'est pas automatiquement. Je ne dis pas que ça ne l'est pas parfois. Non, c'est ça. Je ne dis pas. Mais ça ne l'est pas automatiquement, la soumission. Mais derrière ça, de toute façon... C'est parce que partout, là où, quand on connaît l'histoire du monde arabe, perse, partout où les régimes plus conservateurs se sont installés, ce sont les femmes qui ont écopé les premières.
Oui, que ce soit en Iran, que ce soit en Algérie, que ce soit en Égypte. Donc, on ne va pas résoudre cette question-là, on ne va pas la résoudre. À mon point de vue, on ne résout rien en adoptant les mêmes comportements autoritaires à l'inverse, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que moi, personnellement, par ailleurs, là, je suis extrêmement favorable que celles qui ne veulent pas le porter aient toutes les conditions réunies pour ne pas le porter. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, je suis prête à travailler à ce que ces conditions-là soient réunies. Et puis, je pense qu'il faut faire aussi une pédagogie, notamment dans toutes les institutions, pour dire, vous êtes libre, vous êtes dans une société libre de le porter ou de ne pas le porter. Et vous pouvez avoir peut-être une domination qui s'exerce sur vous pendant la période d'adolescence, mais dès que vous avez une majorité, dès que vous êtes en mesure de le décider, vous avez le droit, vous avez le choix. OK. Je pense qu'on ne s'entendra pas là-dessus, puis c'est vraiment parfait, mais c'est que moi, je veux pas d'un monde où l'État rentre dans la maison pour aller voir si la femme, elle est véritablement libre de le porter lorsqu'elle arrive au travail ou si la petite fille est véritablement libre de le porter lorsqu'elle entre à l'école. Bon, on s'entend au moins là-dessus. Ben oui, non, mais de toute façon, je veux dire, je sais vivre quand même, j'ai un peu de décence. Non, mais je veux pas aller là. Donc, je me dis que là où je peux aller à titre de législateur, je vais y aller. Et au nom des femmes, vraiment pas au nom de. Et ça, là, pour moi, c'est contrôle, du pur patriarcat. Vous pensez vraiment? Oui, je le pense vraiment, profondément. Je pense vraiment qu'il y a une manifestation patriarcale dans la volonté de soumettre des femmes sous prétexte de les libérer. Mais moi, je pense que ça repose simplement sur une lecture de l'histoire. C'est-à-dire une lecture de l'histoire de ces sociétés que je vous ai nommées, où les choses se sont passées comme elles se sont passées. C'est plus complexe. Et je n'ai pas la naïveté, et je ne dis pas que vous l'avez, mais moi, je n'ai pas la naïveté de croire que ces gens-là quittent un monde pour arriver ici, et là, soudainement, un symbole qui est là-bas, celui de l'oppression et celui de la liberté. Et je connais notre rapport au Québec, qui est un rapport d'ailleurs complexe avec le féminisme. On a quand même été les derniers à donner le droit de vote aux femmes au Canada. On n'était pas les pionniers là-dedans. Et je pense que les hommes québécois, et j'en fais partie, des fois, on se fait dire qu'on est des on est au service du patriarcat parce qu'on pense ce que je viens de vous dire que je pense, mais c'est parce que je me sens mal d'avoir été les derniers à émanciper les femmes, à laisser les femmes s'émanciper. Et c'est peut-être pour ça. Moi, c'est vraiment au nom de ce souci-là que j'ai. Je vais vous dire la vérité. Vous venez de dire « laisser émanciper les femmes ». Oui, puis je me suis surpris en tout fait, après. Oui, parce que finalement, les femmes ont revendiqué et gagné leur émancipation. Bien sûr, vous avez raison. Merci beaucoup, Mme Harel. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Écoutez, si vous aimez ça, partagez-le. Parlez-en à vos amis. Abonnez-vous. On se dit à mardi prochain.